Figure de la Révolution qui a été absolument essentiel. Il était l'alter ego de Robespierre, mais on a presque oublié son nom aujourd'hui. Il s'appelait Jérôme Pétion. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en juin 1794, à la tombée de la nuit, au milieu d'une forêt sombre des environs de Saint-Émilion, pas bien loin de Bordeaux, de l'autre côté, sur l'autre rive de la Gironde. Un homme est en proie aux tourments les plus vifs, il est menacé de mort, passable de la guillotine, il est en cavale et jour et nuit. Il a erré, fuyant Paris, il s'est caché à Caen, puis il est descendu jusqu'à la Gironde, le voilà donc à Saint-Émilion. Ses vêtements sont sales, déchirés, sa barbe et ses cheveux ont même blanchi, la détresse l'a envahi. Il attend désespérément un changement politique, c'est un peu le rat pris au piège. Vous savez, ce fugitif en haillons est en fait ce qu'il reste d'une des figures majeures des premières années de la Révolution française. Un orateur brillant, avocat, député qui a défendu les idées les plus avancées. Il a plaidé contre l'esclavage, contre la peine de mort, pour le suffrage universel, et il l'a fait avec passion. Cet homme, au tempérament farouche, à la détermination inébranlable, cet homme s'appelle Jérôme Pétion. Il est recherché par un des hommes qui, autrefois, aura été sans doute son meilleur ami. Oui, l'homme qui l'a condamné à mort, qui l'a inscrit sur la liste noire des députés coupables du crime de félonie envers le peuple souverain, c'est la formulation même, n'est autre que son plus proche, celui qu'il regardait comme un frère, Robespierre. Alors, comment le chemin de ces deux inséparables a-t-il pu diverger à ce point ? Si on remonte quelques années plus tôt, en mai 1789, au moment, vous savez, de la réunion des États généraux, on va les retrouver tous les deux, Jérôme et Maximilien, assis côte à côte sur les bancs du tiers, puis sur ceux de l'Assemblée nationale toute neuve. Ils sont complices, ils sont un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont jeunes, il faut dire. Robespierre a 31 ans, Jérôme Pétion en a 33, tous deux sont avocats. Ils ont été élus, alors Robespierre à Arras et Pétion à Chartres, ils ont été élus députés du tiers aux États généraux, et là maintenant, assis côte à côte, à l'extrême gauche de l'Assemblée constituante, ils luttent pour les mêmes principes. Ils se battent ensemble pour la défense des plus pauvres, pour le droit du peuple tout entier à être représenté, pour la liberté de la presse, pour la suppression de la peine de mort. Ils se retrouvent au café Lamourie à Versailles, comme tant d'autres. C'est là que siège le club breton. C'est la première ébauche de ce qui va devenir le club des Jacobins. Pétion a un bon caractère, c'est un jeune homme absolument facile, bonhomme, si je puis dire. Alors Robespierre a un tempérament beaucoup plus orageux, beaucoup plus coupant. Ils n'en sont pas moins inséparables. On les appelle les deux doigts de la main, les gémeaux de la liberté. Les deux jeunes gens sont admirés, portés par une ferveur populaire. Ils sont des partisans fougueux de la République. Ils sont aussi, disons-le, des détracteurs du roi Louis XVI. Bref, ce sont pour l'époque des héros. Jérôme Pétion est celui de tous les hommes que j'ai aimé et estimé le plus, et ce depuis l'Assemblée nationale constituante, dira Robespierre. En juin 1791, c'est lui, Jérôme, qui a été chargé de ramener le roi et sa famille à Paris après leur tentative de fuite et après l'arrestation de la famille royale à Varennes. Vous savez, c'est ce moment extraordinaire, l'arrestation dans la boutique de l'épicier Sauce, et puis le retour à Paris sous les crachats de la foule, et dans le carrosse avec le roi, la reine, la sœur du roi, etc., il y avait donc Jérôme Pétion. Et puis voilà qu'en novembre de cette même année, on se met à parler de lui pour devenir maire de Paris. Et Jérôme fait part de son ambition à sa femme. Après tout, c'est un poste qui fait très envie. Lors des élections du 13 novembre 1791, Jérôme Pétion est donc élu face à Lafayette, avec la majorité absolue des voix. Les journaux titrent « Vive Pétion !» et c'est avec une émotion qu'il n'arrive même pas à cacher que Jérôme s'installe dans ses nouvelles fonctions.
Le voilà maintenant dans le beau fauteuil du maire de Paris. Il est à l'hôtel de ville de Paris, devant le peuple parisien, l'écharpe municipale saignant le personnage, Pétion prononce triomphant. Je me suis demandé quel était le poste où je pouvais le plus utilement servir la chose publique. J'ai vu que les circonstances présentes étaient difficiles, que les orages n'étaient pas encore dissipés, que le calme n'était pas rétabli, que cette ville, le berceau et le centre de la Révolution, pouvaient imprimer au reste de l'Empire des mouvements heureux ou funestes. Alors, tous mes doutes ont disparu, et il ne m'est resté d'autre désir que celui de me sacrifier tout entier pour répondre à la confiance d'une grande cité. On reconnaît un peu les tournures, les formules, la grande allure des textes révolutionnaires. Du jour au lendemain, Pétion est une des figures en même temps les plus exposées. Le pouvoir qu'il concentre entre ses mains est considérable. C'est vrai qu'il a un gros traitement de maire de Paris, 72 000 livres annuels, ce qui est considérable, mais en même temps, quelle mission! Qui s'y attelle à cette mission? Il assure l'ordre dans Paris, ce qui à l'époque n'est pas évident, il faut contenir tous les débordements. Et en même temps, il encourage la révolution et les revendications d'un certain nombre de Parisiens. Dès les premières semaines de son mandat, le nouveau maire fait preuve de ce qu'on pourrait appeler un activisme politique. Il place des espions à l'intérieur même des Tuileries afin d'y déceler les éventuels écrits contre-révolutionnaires. Il a été échaudé avec la flûte à Varennes, je veux dire. Entre le roi Louis XVI et le maire Jérôme Pétion, les relations, qui étaient évidemment déjà tendues depuis l'épisode de Varennes, ces relations vont se crisper davantage. Le roi multiplie les intrigues contre le maire. Il faut dire que certains disent que le maire pourrait un jour devenir chef de l'État, qu'il pourrait prendre la place du roi Louis XVI. C'est dans ce contexte difficile, c'est dans ce contexte électrique que vont survenir les événements de juin 1791. Et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Les versions de Michel Plasson interprètent cet air de François-Joseph Gosset qui a été chanté sur la place de la Révolution, que nous appelons la place de la Concorde, un certain 10 août 1793. L'hymne en question s'appelle Hymne à la Statue de la Liberté. Il est évident que ce n'est pas la Statue de la Liberté de Bartholdi, c'était toutes ces statues de la liberté qui, très paradoxalement, fleurissaient pendant la Terreur. Alors nous ne sommes encore que dans la journée du 20 juin 1792, une foule considérable de Parisiens armés vient de faire irruption dans la cour des Tuileries et elle est en train, cette foule, de se répandre dans tout le palais et jusqu'à cette antichambre rebaptisée l'œil des bœufs où se tient Louis XVI. La famille royale s'empressait de se réfugier dans la salle du conseil, mais la foule a envahi les appartements royaux et tient le roi à sa merci. Les menaces fusent, dans une chaleur étouffante, les manifestants vont obliger Louis XVI à porter le bonnet rouge. Vous savez, c'est cet épisode, il faut bien dire qu'il est assez pénible, c'est l'humiliation du roi. Il faut que le roi boive à la santé de Paris, à la santé de la nation, à l'hôtel de ville. Lorsqu'on informe Pétion de la situation, il se précipite évidemment, le voilà qui arrive aux Tuileries, qui entre donc dans le salon de l'œil de bœuf et qui aperçoit le roi coiffé du bonnet rouge. Sire, lance Jérôme Pétion, je viens d'apprendre à l'instant la situation dans laquelle vous êtes. Ah, cela est bien étonnant, dit Louis XVI. Il y a 2 heures que cela dure. C'est avec peine que le maire, qui d'ailleurs va avoir l'occasion de monter sur un fauteuil pour essayer de se faire entendre, c'est avec peine qu'il parvient à disperser la foule, à évacuer les manifestants et à rétablir le calme. Le lendemain, Jérôme est convoqué par le roi et il va subir les foudres d'un Louis XVI qui là vraiment est furieux et qui l'accuse d'avoir tout fait pour encourager l'émeute
Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, il va être démis de ses fonctions de maire de Paris. Jérôme ne perd pas son sang-froid dans toute cette circonstance difficile. Il voit autour de lui se multiplier les adversaires, les accusations à son égard, à son encontre, se mettent à enfler. Il essaie, lui, de retourner la situation. Il se transforme en victime des intrigues des ennemis. Je ne pensais pas qu'une des meilleures actions de la vie publique pût devenir un titre de persécution, affirme-t-il devant l'Assemblée. Et sa force de persuasion finit par convaincre. Quelques jours plus tard, l'Assemblée lève sa suspension et de nouveau, le voilà à l'hôtel de ville, encensé par la foule qui vient l'acclamer sous ses fenêtres. Mais c'est un triomphe qui en même temps suscite des jalousies et des inquiétudes, y compris dans son propre camp. Et là, il faut le dire, c'est triste à dire, mais Maximilien de Robespierre supporte de moins en moins l'idolâtrie que l'on porte à son ami. Il le regarde avec envie, il faut le dire. Et Pétion, alors qu'il était l'ami de Robespierre, est en train de devenir son rival. Lorsque le 13 août 1792, la famille royale est transférée à la prison du Temple, le maire de Paris accompagne bien sûr la famille. Il ne veut pas qu'on persécute inutilement le roi déchu, donc il fait en sorte que lui et sa famille bénéficient d'un certain confort. Et ce sont des attentions qui vont paraître suspectes. Les rumeurs vont jusqu'à insinuer que Pétion pourrait être le confident de Marie-Antoinette. Certains disent même davantage. Et ce sont des rumeurs qui, bien sûr, sont alimentées en sous-main par un certain Robespierre envers son ancien ami, parce que maintenant on peut le dire, l'incorruptible est de plus en plus défiant. Il peut se montrer sarcastique. Il appelle sire, c'est le mot qu'il emploie pour désigner Pétion, mon bon roi, dit-il. Pétion tente de modérer ses attaques, de ne pas riposter. Il essaie d'aller à la réconciliation. Inutilement, on chercherait à nous diviser, écrit-il à Maximilien. Il faudrait que vous finissiez d'aimer la liberté pour que je cessasse de vous aimer. Je pense que vous n'aspirez pas plus à ma place que je n'aspire à celle du roi. Il n'empêche, les Gémeaux de la liberté sont en plein divorce, si je puis dire, et c'est même consommé lors du procès du roi en janvier 1793, alors qu'il faut se prononcer sur la peine que va encourir Louis XIV